Bonjour à tous, on va corriger dans cette vidéo la première partie de l'épreuve de chimie filière PC du concours commun IMP de 2023. À la première question, on demande de nommer les 5 familles fonctionnelles de l'épotylone A. La famille fonctionnelle 1 correspond à la famille des époxydes, la famille 5 à la famille des alcènes, la famille 4 aux esters, la famille 2 à la famille des alcools et la famille 3 à la famille des cétones. Question numéro 2. Pour déterminer le descripteur stéréochimique du carbone numéro 7, on va utiliser les règles de Karl-Ingold-Prelog. On a ici le classement suivant. On a la fonction qui est porosité à la fonction OH. Ensuite, on a le choix entre le carbone numéro 6 et le carbone numéro 8. C'est le carbone numéro 6 qui est relié à une fonction carbonyle qui est porositaire, contrairement au carbone numéro 8 qui est juste lié à un carbone simple. On a donc le classement suivant. La fonction OH, le carbone numéro 6, le carbone numéro 8 et l'hydrogène. Ce qui donne pour configuration une configuration S. Question numéro 3. On demande ici de déterminer le descripteur de la double liaison hors du cycle. Pour cela, on va faire un petit rappel pour déterminer la configuration E ou Z d'une double liaison. Si les groupements prioritaires portés par les deux carbones sont du même côté de l'axe de rotation, on attribue le descripteur Z. Dans le cas contraire, on attribue le descripteur E. On revient sur la molécule et on envoie en rouge les groupes prioritaires de la double liaison. Ainsi, on a une configuration E pour cette double liaison. Question suivante, on va déterminer ici le nombre de stéréisomères de configuration de l'épotylone A. Dans un premier temps, on a deux configurations possibles pour la double liaison, donc 2 puissance 1 possibilités. On remarque aussi la présence de 8 carbones asymétriques, soit les carbones numérotés 7, 6, 3, 15, 8, 12 et 13. Attention, le carbone numéro 4 n'est pas un carbone asymétrique. On remarque ici qu'il est lié à deux groupements méthyl. Il faut faire ici attention au carbone numéro 12 et au carbone numéro 13 qui sont liés par un pont. Ils ne peuvent pas prendre des configurations indépendantes l'une de l'autre. Si on combine ces deux carbones, au lieu d'avoir 2 puissance 2 configurations possibles, on a ici 2 puissance 1 possibilités. Au total, on a un total de 2 puissance 7 stéréisomères possibles pour cette molécule. Pour résumer, on a deux possibilités pour la double liaison, donc deux configurations, E ou Z. On a ici 5 carbones asymétriques qui nous donnent 2 puissance 5 possibilités. Et il faut aussi considérer les deux carbones qui sont liés, ce qui nous donne deux possibilités, soit un total de 2 puissance 7. Question numéro 5. On demande ici de proposer un réactif pour expliquer la transformation du composé 1 en composé 2. On passe ici d'une fonction ester à une fonction alcool. On a donc ici une réduction. Comme réactif, on peut utiliser LiAlH4, le tétrahydruroaluminate de lithium, qu'on utilise dans un solvant aprotique. Ensuite, lorsqu'on passe du composé D au composé 3, soit d'une fonction alcool à une fonction aldéhyde, il faut pour cela effectuer une oxydation contrôlée afin d'éviter que l'aldéhyde se transforme en acide carboxylique. Réaction qu'on désire éviter. Question suivante, on demande ici d'attribuer la bande d'absorption à 1695 cm-1. Pour répondre à cette question, on utilise les données de l'énoncé. Cette bande d'absorption correspond à la vibration délégation de la double liaison carbone-oxygène de la fonction aldéhyde, ici une fonction aldéhyde conjuguée. Question suivante, le composé numéro 4 comporte deux sites électrophiles, l'atome de carbone de la fonction aldéhyde et l'atome de carbone qui porte le chlore. En effet, la liaison carbone-oxygène est très polarisée, étant donné que l'oxygène est plus électrophile que le carbone. Également, la liaison carbone-chlore est très polarisée du fait que le chlore est plus électrophile que le carbone. On demande aussi de déterminer pour l'atome de phosphore de la triphénylphosphine le type de VSEPR. Il s'agit ici du type AX3E1. On remarque ici la présence d'un doublet non liant sur l'atome de phosphore, ce qui permet d'expliquer pourquoi cette molécule possède un caractère nucléophile. Question suivante. On demande ici de proposer une structure pour l'organome magnésium 8. On passe ici du composé 7 au fragment 1
On propose ici, en entourant une partie du fragment 1, l'organomagnésium suivant. On propose ensuite le mécanisme suivant, modélisant la réaction entre le composé 7 et le composé 8. La première étape de cette réaction est une addition nucléophile. Par la suite, on effectue une hydrolyse qui permettra d'obtenir l'alcool 8. Lors de l'attaque de l'organomagnésium sur le composé 7, l'organomagnésium peut attaquer les deux phases de l'aldéhyde. On obtient ainsi un mélange racémique, c'est-à-dire deux composés énantiomères. Au final, le fragment 1 ne présente aucune activité optique, étant donné qu'on obtient un mélange racémique. Question numéro 9, on passe ici du composé 7 au fragment 1 et on remarque la disparition d'un signal à 9,57 ppm. Quel est le proton concerné? Il s'agit du proton He qui est lié à une fonction aldéhyde et qui est non couplé et qui donne un singulier. D'autant plus que cette valeur est comprise entre 9,1 et 10,3, zone caractéristique d'un proton d'un aldéhyde. L'énoncé nous indique également l'apparition d'un signal compris entre 5,79 et 5,87 ppm et qui donne un multiplé. Il s'agit du proton Hi qui est lié à un groupement alcène et qui se couple avec Hj, Hk, Hh et Hg. On remarque aussi l'apparition d'un signal à 5,02 ppm. Il s'agit du proton Hj qui donne un couplage trans avec Hi pour valeur de couplage d'environ 17,1 Hz. On a également un signal à 4,97 ppm. Il s'agit du proton Hk qui donne lui un couplage 6 avec Hi avec une constante de couplage d'environ 10,3 Hz. Question numéro 10. On demande ici de représenter l'espèce 10A qui correspond à la réaction entre le composé 9 et le fragment 1. On a ici une estérification, ce qui nous donne le composé suivant, 10A. On va ensuite donner le mécanisme de cette estérification. J'ai également représenté le composé 10B, même si on ne demandait pas de le faire. On propose le mécanisme suivant pour l'estérification. Il y a d'abord une addition nucléophile qui est ensuite suivie d'une élimination. On remarque ici la présence de la pyridine. Alors, la pyridine ici permet d'éviter le dégagement gazeux de l'acide chlorhydrique qui est toxique. Question suivante, on demande ici d'indiquer la relation d'isomérique qui lie les composés 10A et 10B. Pour obtenir le composé 10A, on fait réagir l'énantiomère 1 avec un composé chiral. Et pour obtenir le composé 10B, l'énantiomère 2 avec le même composé chiral. On obtient ainsi deux composés qui seront diastéréoisomères. Quel est l'intérêt d'avoir des diastéréoisomères? Lorsqu'on a un mélange d'énantiomères, les deux énantiomères vont donner le même signal RMN, donc il sera difficile de les distinguer. Alors qu'au contraire, lorsqu'on aura les deux diastéréoisomères, on aura deux signaux RMN différents. On pourra ainsi déterminer leur proportion. Question numéro 12, on demande ici de déterminer le pouvoir rotatoire spécifique du fragment 1. On écrit d'abord la loi de Biot, qui est une loi additive. Ici, il faut faire attention, on a deux énantiomères qui vont être différents par leur signe de leur pouvoir rotatoire spécifique. On a donc la relation suivante. On va faire le calcul avec les différentes unités qui sont associées à la loi de Biot et on obtient un pouvoir rotatoire spécifique de moins 20,8 degrés millilitres par gramme et par décimètre. Question numéro 13, on demande ici de justifier la chimiosélectivité lorsqu'on passe du composé 11 au composé 12. Une réaction est chimiosélective lorsque, parmi les groupes fonctionnels d'une molécule, l'un de ces groupes réagit de manière sélective. Lorsqu'on étudie le composé 11, on remarque la présence d'une fonction cétone et d'une fonction aldéhyde. La question qu'on doit se poser, entre une fonction cétone et une fonction aldéhyde, laquelle est la plus réactive? La fonction la plus réactive est la fonction aldéhyde,
qui est plus réactive car plus électrophile. On va donner une petite explication pour expliquer le fait que l'aldéhyde est plus réactif que l'acétone. L'oxygène est plus électronégatif que le carbone. On a ici, entre la liaison carbone-oxygène, une liaison polarisée. Et il faut savoir qu'un groupement d'honneur additif, comme un groupe alkyle qu'on observe dans les cétones, va stabiliser la charge partielle associée au carbone, mais cela a pour conséquence de la rendre moins réactive, contrairement à l'aldéhyde qui est lié à un hydrogène. Ainsi, l'aldéhyde est plus réactif qu'une fonction cétone. Question suivante. Lorsqu'on passe du composé 12 au composé 14, on fait réagir le composé 12 avec un composé 13. On a possibilité de faire réagir soit avec le composé 13A ou 13B. Et on remarque que la réaction sera plus rapide avec 13A que 13B. On représente dans un premier temps 13A et 13B. Lors de la réaction de silylation, on va obtenir deux groupes partants issus de 13A et de 13B. On remarque que le groupe partant issu de 13A est stabilisé par mésomérie, ce qui lui permet d'être un meilleur groupe partant que le groupe partant issu de 13B qui, lui, n'est pas stabilisé. Cela va expliquer pourquoi la réaction sera plus rapide avec 13A. Question numéro 15. Afin de répondre à la question numéro 15, on va faire un petit rappel pour déterminer le nombre d'oxydation d'un atome dans une molécule. Le nombre d'oxydation d'un atome dans une molécule est égal au nombre d'électrons de valence moins le nombre d'électrons liés à l'atome. On va faire, à partir de 3 exemples, ce calcul. Dans un premier temps, le méthane, et on va se poser la question, que veut le nombre d'oxydation pour le carbone dans le méthane? Le carbone dans le méthane est plus électronégatif que l'hydrogène. Donc, lors d'une liaison carbone-hydrogène, c'est le carbone qui va s'accaparer des électrons de la liaison covalente entre carbone et hydrogène. Et il faut savoir que le carbone a 4 électrons de valence. Sinon, on se pose la question quel est le nombre d'oxydation du carbone dans le méthane. Le calcul sera le suivant. Donc 4, nombre d'électrons de valence. Et étant donné que tout autour, on a 8 électrons liés à l'atome, on aura le calcul suivant, 4 moins 8, donc moins 4, le nombre d'oxydation du carbone dans le méthane. On se pose la question maintenant pour le méthanal, le nombre d'oxydation pour le carbone. Le carbone ici est lié à l'hydrogène, donc c'est le carbone qui est plus électronégatif que l'hydrogène. Et lors de la liaison carbone-oxygène, c'est l'oxygène qui est plus électronégatif, donc c'est l'oxygène qui va s'accaparer les électrons de la liaison carbone-oxygène. Ce qui nous donne comme calcul 4, le nombre d'électrons de valence, moins, étant donné ici que le carbone est lié entre guillemets à 4 électrons, 4 moins 4, ce qui nous fait un total de 0. Le nombre d'oxydation ici pour le carbone est de 0. On fait le même calcul maintenant pour le carbone lié à un autre carbone par l'intermédiaire d'une double liaison. Lorsqu'on a une liaison carbone-carbone, il y a un partage équitable des électrons de la liaison. Ainsi, le carbone qu'on étudie ici va s'accaparer 2 électrons des 4 électrons qui forment la double liaison. On a donc le calcul suivant, 4, le nombre d'électrons de valence, moins 6, 6 étant le nombre d'électrons que s'accapare le carbone dans cette liaison carbone-carbone par l'intermédiaire d'une double liaison. Donc, nombre d'oxydation, moins 2. On va maintenant déterminer le nombre d'oxydation des carbones en bout de chaîne de la molécule 14. Le carbone va s'accaparer en guillemets 5 électrons, ce qui nous donne comme calcul 4 moins 5, donc un nombre d'oxydation de moins 1. On effectue le même calcul pour le carbone de la double liaison, ce qui nous donne comme calcul 4 moins, ici on entoure 6 électrons, donc ce qui nous fait comme calcul 4 moins 6, d'où un total de moins 2. On détermine maintenant le nombre d'oxydation du carbone de la fonction aldéhyde. Donc pour le composé 15, qu'on écrit ainsi, on a un nombre d'oxydation de plus 1. Pour le composé 16, on a déjà effectué le calcul précédemment, ce qui nous donne un nombre d'oxydation de 0.
Donc pour résumer, on passe ici d'un nombre d'oxydation de -2 à 0 et un nombre d'oxydation de -1 à 1. Le nombre d'oxydation augmente pour les deux carbones. On a donc bien une coupure oxydante. Question numéro 16, on nous demande ici de proposer une séquence réactionnelle afin d'obtenir l'espèce 17. Le composé obtenu à partir du document 1 nous montre qu'une fonction, un groupement R3 vers l'avant, alors que le composé 17 possède un groupement méthyle vers l'arrière. On a ici deux façons d'opérer. Soit on fait tourner la molécule du document 1, soit on fait tourner la molécule 17, afin d'avoir soit deux groupements vers l'avant ou deux groupements vers l'arrière. On décide ici de faire tourner la molécule du document 1 et on obtient la molécule représentée ainsi. Dans notre représentation, R1 est vers l'arrière et il suffit ainsi de comparer à la molécule 17. R1 est vers l'arrière, CH3, le groupement CH3 est aussi vers l'arrière, donc R1 représente CH3. Et par déduction, R2 représente l'hydrogène et on va entourer R3 afin de représenter cette partie de la molécule. On s'intéresse maintenant à la séquence réactionnelle. La molécule de départ, un groupement R2 qui est représenté par un groupement hydrogène et R1 par un groupement méthyle, ce qui nous donne le composé A. Ce composé A va réagir avec la SAMP qui est représentée ici par la lettre E. Donc A va réagir avec E qui à 60 degrés donne l'hydrazone suivant, qui lui-même va réagir avec le disopropylamidure de lithium, ce qui nous donne l'azanolate suivant, qui lui-même va réagir avec un composé halogéné qui est composé du groupement R3 et d'un halogène, ce qui correspond au composé C. Le composé C réagit avec l'azéonolate, ce qui nous donne le composé suivant, qui ensuite va réagir avec l'ozone pour donner le composé 17. Question 17. On demande ici de proposer un mécanisme expliquant la formation de l'espèce 18 qui est un alcool. On passe ici d'un aldéhyde à un alcool. C'est une réduction. On propose le mécanisme simplifié qui consiste en une addition nucléophile d'un ion hydrure sur l'aldéhyde. Question suivante. Afin de répondre à cette question, on va expliquer en quoi consiste une chromatographie sur couche mince. C'est une technique qui repose sur une différence d'affinité des composés à analyser entre la phase fixe et la phase mobile. Ici, la phase mobile est apolaire. Les composés apolaires, c'est-à-dire moins polaires, vont migrer le plus. La phase fixe, qui est composée de silice, est polaire. On utilise des fois aussi l'alumine, qui est aussi polaire. Alors, la phase fixe ici va retenir les composés polaires qui vont ainsi moins migrer. On étudie ici la migration d'un aldéhyde et d'un alcool. L'alcool est plus polaire que l'aldéhyde car l'alcool présente des liaisons hydrogènes. L'alcool est donc plus polaire que l'aldéhyde. Il va donc moins migrer que l'aldéhyde. Donc le composé le plus haut correspond à l'aldéhyde. Au niveau des différents dépôts, on sait que le dépôt numéro 1 contient du composé 17 pur, le dépôt numéro 2 du composé 17 pur, plus le composé 17 restant du mélange réactionnel, plus du composé 18 formé. Et le dépôt numéro 3 du composé 17 restant, plus du composé 18 formé. Au bout de 15 minutes, il ne reste plus du composé 17 dans le milieu réactionnel. On l'observe grâce au dépôt numéro 3, où on peut dire quasiment qu'il n'y a plus du composé 17 dans le milieu réactionnel. C'est pour ça qu'on indique ici qu'au bout de 15 minutes, il ne reste plus du composé 17. À la question 19, on nous demande de justifier pourquoi on effectue une silylation puis une débenzylation du composé 18. En faisant cela, on obtient le composé 19 qui possède une fonction alcool non protégée et une fonction alcool protégée. Ensuite, la fonction alcool non protégée est oxydée en une fonction aldéhyde. Si on effectue une débenzylation en premier, on va obtenir un diol, c'est-à-dire deux fonctions alcool. Si on continue par la suite une silylation, on protège les deux fonctions alcool, ce qui n'est pas le but ici. Le composé 20 possède une fonction aldéhyde et une fonction alcool protégée. On ne peut pas l'obtenir si on effectue la débenzylation puis la silylation.
Question 20, on demande ici de représenter le composé 22. Le composé 21 réagit avec une base forte qui va donner un alcoolate. Il y a aussi lors de cette réaction dégagement d'hydrogène. Donc le composé 22 est représenté ainsi. Question 21, on demande ici de représenter l'espèce 23. On propose le mécanisme suivant pour expliquer la formation du composé 23. C'est une substitution nucléophile d'ordre 2 entre l'ion alcoolate et un dérivé chloré. On obtient ainsi le composé 23 représenté ici. Question 23, on demande ici d'expliquer comment on passe du composé 23 au composé 24. Le composé 23 possède une fonction alcool qui est un mauvais groupe partant. Afin de le rendre meilleur groupe partant, on va rajouter ici le chlorure de tosyl plus de la pyridine. On obtient ainsi un bon groupe partant. Il suffit ensuite d'opérer une substitution en ajoutant des ions iodures. On obtient ainsi le composé 24. Question 23. On fait réagir le fragment 2 avec une base forte. La base forte va déprotoner l'hydrogène en alpha du carbonyle et l'hydrogène de l'acide carboxylique. On désire ici obtenir un énolate. Il est nécessaire d'utiliser deux équivalents afin d'obtenir l'énolate. Avec un seul, on risque de ne pas avoir totalement l'énolate. On obtient ainsi le composé 25 représenté ainsi. On demande également le mécanisme expliquant la formation du composé 26. On fait réagir donc l'énolate avec un fragment 3. On a la réaction suivante. Par la suite, le composé obtenu est hydrolysé en milieu acide, ce qui nous permet d'obtenir le composé 26. Question 24, on demande ici de proposer des conditions opératoires pour optimiser le rendement de la formation de l'espèce chimique 27. L'espèce chimique 27, on l'a obtenue en effectuant une estérification. Pour améliorer le rendement, on va ici utiliser un montage d'Instack. Question 25, on demande ici de proposer un réactif afin d'expliquer la transformation du composé 28 en épotylone A. On a ici obtention d'un époxyde. On va ici utiliser par exemple l'acide métachloroperoxyde benzoïque afin d'obtenir l'époxyde à partir d'une fonction alcène. On demande ensuite d'identifier sans le représenter le sous-produit minoritaire qui apparaît lors de cette transformation. On sait que le produit obtenu, l'épotylone A, possède encore une fonction alcène. Il faut parier que cette fonction alcène va se transformer en fonction époxyde, ce qui explique qu'on a un oxygène supplémentaire dans le sous-produit minoritaire formé. On s'arrête là pour la première partie de ce concours.